Imaginez protéger l'humanité des monstres toute votre vie, mais un jour, vous êtes trahi par ces humains ingrats, laids et sans valeur. Alors que vous mourrez, une déesse apparaît et vous réincarne en un enfant de 10 ans, doté des pouvoirs les plus puissants, risquant tout pour chaque fille qu'il rencontre, comme vous ne l'auriez jamais fait de toute votre existence. Dans un passé lointain, à une époque où les dieux et la magie régnaient en maître sur tout, nous rencontrons le seigneur démon, Linus Magnus. Il apprend une nouvelle inquiétante. Les autres seigneurs démons ont déjà été vaincus, et 6 puissants héros sont maintenant en route pour le défier. Son armée de soldats morts-vivants est engagée dans un combat acharné contre les forces humaines quand soudain, un arbre gigantesque commence à pousser. L'un des héros chevauche au sommet de cet arbre énorme et tire une flèche vers le ciel. La flèche se divise en de nombreux faisceaux de lumière qui pleuvent sur le champ de bataille, ramenant les soldats tombés à la vie. Puis, un puissant dragon rejoint le combat aux côtés des humains, lançant un assaut sur le château de Linus. Alors que les humains se rapprochent, l'arbre géant commence à attaquer avec ses longues racines. Linus se prépare à sortir pour les affronter, mais son fidèle serviteur lui rappelle son serment à la déesse des ténèbres. Ce n'est pas encore son heure de mourir. Acceptant cela, Linus range son bâton et regarde son château commencer à s'effondrer. Même s'il admet sa défaite, il déclare qu'en tant que roi des morts vivants, il se relèvera dans 1000 ans pour reprendre ce qui lui appartient. Plusieurs siècles plus tard, nous passons à une scène où 2 jeunes filles mignonnes explorent une ruine récemment découverte, mise au jour par un puissant tremblement de terre. Elles enquêtent pour voir si elle contient un nid du vide. Ces filles sont Célia, une épéiste en formation, et sa servante, Regina. Alors qu'elle s'enfonce plus profondément dans la ruine, Regina doute qu'elle trouve quoi que ce soit, mais Célia lui rappelle que les créatures du vide ont tendance à se cacher dans des endroits profonds et souterrains. Utilisant un appareil spécial pour détecter ces créatures du vide, elle tombe sur d'étranges statues et pense que l'endroit pourrait être une ancienne tombe. Alors qu'elle s'approche d'une porte, leur appareil se met à sonner, mais la porte est scellée par magie. Célia examine les inscriptions sur la porte mais peine à déchiffrer le texte. Regina, pensant que cela prendra du temps, décide d'explorer les environs seule. Alors que Célia continue d'enquêter, elle touche la porte et celle-ci s'ouvre de manière inattendue. La pièce s'illumine, révélant un cristal massif à l'intérieur. L'appareil qu'elles utilisaient s'emballe et finit par se briser à cause de la surcharge. Célia s'approche du cristal et remarque qu'une personne est piégée à l'intérieur. Nous faisons alors un bond 1000 ans en arrière, où Linus rencontre la déesse des ténèbres, Rosalia. Elle lui rappelle leur pacte. Dans 1000 ans, un humain capable de porter son pouvoir apparaîtra, et la tâche de Linus est de le trouver. Linus la supplie de rester avec lui, mais elle s'envole dans l'obscurité. Au présent, Célia essaie de briser le cristal, mais ses attaques ne font rien. Cette perturbation réveille Linus, qui est perplexe quant à la façon dont elle a pu entrer dans une pièce qui devrait être scellée par une puissante magie. Il se demande si 1000 ans se sont vraiment écoulés et lance un sort qui lui permet de comprendre la langue de Célia. Pensant qu'elle est une sorte de pilleuse de tombes, il s'apprête à la punir, mais avant qu'il ne puisse agir, le cristal se brise, projetant une explosion qui la repousse. Alors qu'il s'approche d'elle, Célia est stupéfaite de voir un jeune enfant au lieu d'un adulte. Linus aperçoit son reflet et réalise qu'il a été réincarné en enfant. Il commence à se demander si son sort a mal tourné et l'a ramené à sa jeunesse, à l'époque où il était encore un héros. Célia, curieuse de savoir pourquoi il était dans le cristal, vérifie s'il va bien. Léonis se sent un peu gêné et la trouve même quelque peu charmante. Célia suppose qu'il souffre peut-être d'amnésie et promet rapidement de le protéger. Léonis, le puissant seigneur démon, est choqué d'être traité avec une telle gentillesse mais se surprend à apprécier étrangement les melons avant de finalement s'évanouir. Quand Léonis se réveille, Célia lui donne de la nourriture, mais après avoir été un mort-vivant si longtemps, il a perdu son sens du goût. Il est déconcerté que son corps puisse s'évanouir de faim, trouvant cela humiliant. Bien qu'il envisage d'abord de punir Célia pour son comportement trop familier, il y repense, se souvenant de sa gentillesse et du partage de sa nourriture. Célia se présente ensuite, mentionnant qu'elle est une étudiante en formation pour devenir épéiste à l'Académie de l'Épée Sacrée. Elle demande son nom à Linus et il lui dit qu'il est Linus Magnus. Elle trouve son nom intriguant. Linus s'attend à ce qu'elle le reconnaisse des légendes de son passé, mais au lieu de cela, elle trouve simplement que c'est un nom mignon et l'appelle affectueusement Léo. Curieuse de savoir comment il a fini dans la ruine, elle suppose qu'il a pu être capturé et piégé par le vide. Linus, confus, lui demande ce qu'est le vide. Surprise, Célia explique que le vide sont des créatures apparues il y a 64 ans et qui sont depuis devenues la plus grande menace pour l'humanité. Pendant ce temps, nous voyons Regina explorer seule une autre partie des ruines. Son appareil se met à biper, signalant que quelque chose est proche, et soudain, un cristal commence à bouger. Rapidement, elle active son épée sacrée, se préparant au combat. Au même moment, Célia explique à Léo qu'il y a encore tant de choses qu'ils ne comprennent pas sur ces créatures du vide. Léo, quant à lui, essaie de comprendre quelle putain d'année on est.
Mais avec le nouveau système de calendrier en place, Célia ne peut que lui dire que c'est la 64e année de cette nouvelle ère. Soudain, il y a une explosion massive. Regina rapporte qu'une énorme créature du vide est apparue. Agissant vite, Célia saute sur Léo pour le protéger des débris qui tombent, le rassurant de ne pas avoir peur. Juste à ce moment-là, le mur s'effondre et une créature du vide massive, semblable à un ogre, fait irruption. Célia essaie de lui tirer dessus avec son arme, mais cela n'a aucun effet. Léo s'avance, déterminé à combattre la créature et à protéger Célia. Mais il trébuche sur sa cape, n'étant pas encore habitué à son nouveau corps d'enfant. Le monstre s'approche, mais avant qu'il ne puisse attaquer, il est repoussé par Regina qui vient d'arriver. Regina regarde Léo perplexe quant à son identité, mais Célia lui dit rapidement qu'elles en discuteront plus tard. La créature du vide commence à se relever, alors Regina transforme son arme en un canon gigantesque et tire sur le monstre en pleine poitrine. Malgré cette puissante attaque, la créature parvient à survivre et Léo est stupéfait, reconnaissant le niveau de puissance de l'attaque de Regina comme étant égal à un sort de magie de haut niveau. Regina dit à Célia et Léo de s'échapper pendant qu'elle s'occupe du monstre. Célia hésite, ne voulant pas laisser Regina derrière, mais pensant à la sécurité de Léo, elle accepte de courir. Alors qu'il fuit, Léo réfléchit à la façon dont tout semble mal tourner. Il envisage de retourner combattre le monstre, mais décide de rester avec Célia pour en apprendre davantage sur le monde actuel. Alors qu'ils sortent, un autre monstre du vide leur bloque le chemin. Célia dit à Léo de courir pendant qu'elle le retient, mais Léo est tenté de révéler son vrai pouvoir et de vaincre la créature lui-même. Au moment où il s'apprête à lancer un sort, Célia le pousse de côté, recevant un coup du monstre. Elle est projetée au sol, saignant, mais même alors, elle s'inquiète pour la sécurité de Léo, lui disant de s'échapper et s'excusant de ne pas avoir pu le protéger. Une autre créature du vide apparaît et Léo se retrouve encerclé. Alors que les monstres attaquent, Léo est soudainement protégé par une barrière magique. Il invoque son bâton et écrase rapidement l'une des créatures avec un puissant sort de gravité. Puis, il enchaîne avec une boule de feu, détruisant facilement les deux autres monstres. Cependant, il est choqué de voir que les os du monstre subsistent, réalisant que ses pouvoirs ne sont qu'une fraction de ce qu'ils étaient lorsqu'il était sous sa vraie forme de seigneur démon. Bien que Léo ne se soucie généralement pas des humains, il est impressionné par la bravoure de Célia. Éprouvant un sentiment de respect, il décide de la sauver. Il utilise sa magie pour la ranimer et un étrange symbole apparaît sur son corps alors qu'elle revient à la vie. Regina parvient à achever le monstre qu'elle combattait et essaie rapidement de contacter Célia. Léo est stupéfait par la technologie avancée que les humains ont développée au fil des ans. Quand Célia se réveille, elle serre immédiatement Léo dans ses bras, soulagée qu'il soit en sécurité, ce qui le surprend. Il est confus que sa première préoccupation soit pour lui et non pour elle-même. Elle se demande comment elle est encore en vie et Léo dit nonchalamment que ses blessures n'étaient pas si graves et qu'il a utilisé un sort de guérison sur elle. Célia est perplexe et demande s'il a utilisé un pouvoir d'épée sacrée. Léo, ne sachant pas ce qu'elle veut dire, écoute Célia expliquer que les épées sacrées sont un pouvoir spécial que les humains ont développé pour combattre les créatures du vide. Lorsque le vide est apparu pour la première fois, certains enfants sont nés avec d'étranges capacités, menant à la création de ces épées sacrées qui correspondent à la personnalité de celui qui les manie. Elle ajoute qu'elle n'a pas encore reçu sa propre épée sacrée, alors elle se bat en utilisant des dispositifs magiques à la place. Regina les rejoint, curieuse des monstres qu'ils ont affrontés. Célia veut aussi savoir ce qui s'est passé, mais Léo dit simplement qu'il s'est caché et que les monstres ont semblé disparaître d'eux-mêmes. Ils finissent pas par sortir et décident à peine de ramener Léo en ville avec eux. Alors qu'ils marchent, Regina se présente mais surprend Léo en train de la fixer et le taquine en l'appelant par des noms. Célia dit à Regina d'arrêter d'être bizarre, mais elle continue de taquiner Léo qui est agacé que quelqu'un d'aussi puissant que lui soit moqué par une fille. Quand ils atteignent la ville, Léo est émerveillé par ce qu'il voit. Célia explique que cet endroit s'appelle le 7e jardin d'assaut, le dernier bastion de l'humanité contre les créatures du vide. Léo n'arrive pas à croire qu'il est vraiment 1000 ans dans le futur. Nous faisons alors un flashback 6 ans plus tôt lors d'une attaque terrifiante sur le 3e jardin d'assaut par une armée de créatures du vide. Les gens se réfugient dans un grand manoir où l'on voit une jeune Célia et Regina se serrer l'une contre l'autre de peur. Regina est effrayée par les bruits de la bataille à l'extérieur, mais Célia essaie de la réconforter, disant que ses parents et les autres chevaliers n'ont jamais perdu un combat auparavant. Alors que le bruit extérieur s'intensifie, Célia déclare qu'elle rejoindra la bataille dès qu'elle sera bénie d'une épée sacrée et qu'elle commencera son entraînement la semaine prochaine. Les bruits du combat deviennent encore plus intenses, et alors que Célia essaie de se précipiter dehors pour aider sa famille, Regina la retient, l'exhortant à rester calme. Elles sont secourues plus tard, mais elles apprennent que tous les chevaliers sacrés, y compris les parents de Célia, sont morts. Célia tombe à genoux et les deux filles pleurent cette perte. De retour au présent, Léo se demande si l'île entière est une forteresse géante. Regina lui dit que c'est aussi une ville où les gens vivent et qu'ils doivent défendre. Léo est fasciné d'apprendre que l'île est en fait mobile.
Célia contacte ses supérieurs, les informant qu'elle ramène un jeune garçon qui a éveillé son épée sacrée, supposant qu'elle a été utilisée pour guérir ses blessures. Elle dit à Léo qu'il restera désormais avec elle à l'Académie Excalibur, où les personnes dotées d'épées sacrées sont formées pour devenir des guerriers habiles. Regina part faire des courses, tandis que Célia reste avec Léo et lui explique qu'il doit passer par un portail d'examen avant d'entrer à l'académie. Léo, maintenant seul, se dirige vers la salle de bain, se demandant comment tout a pu si mal tourner par rapport à ses plans originaux et comment il s'est retrouvé piégé dans le corps d'un enfant. Il décide d'invoquer ses anciens fidèles, Blackass et Sherry, depuis les ombres. Ils sont surpris de le voir sous sa forme actuelle, Sherry disant même qu'il est mignon. Il explique que son rituel de réincarnation n'a pas fonctionné comme prévu et l'a ramené à son ancienne forme humaine, celle d'un héros. Léo leur dit qu'ils sont sur une île flottante artificielle appelée Jardin d'Assaut 7 et suppose qu'il existe 6 autres îles similaires. Il remarque à quel point l'humanité a changé depuis l'époque où elle était bien plus faible. Il ordonne à Blackass et Sherry d'explorer secrètement l'île sans utiliser de magie pendant qu'ils s'infiltrent à l'académie en tant qu'humains. Dans la salle d'examen, Léo est confronté à des commandes et des moniteurs qu'il ne comprend pas et apprend qu'il doit gérer attentivement ses niveaux de mana. Soudain, une alarme retentit, mais il attrape rapidement sa carte d'identité et se dirige vers la sortie. Avant qu'il ne puisse partir, Célia lui arrache la carte pour la prendre en photo. Elle explique qu'elle a besoin de son identifiant pour organiser un test afin de déterminer la nature de son épée sacrée et décide de la garder pour l'instant. Alors que Léo et Célia se dirigent vers l'académie, Léo est surpris par le calme et la paix ambiante. Célia explique que l'île n'a jamais été attaquée par les créatures du vide, c'est pourquoi tout est si paisible. Alors qu'ils traversent l'académie, Léo est curieux de savoir pourquoi ils ont des choses comme des salles de danse au lieu de se concentrer uniquement sur l'entraînement militaire. Célia lui dit que des activités amusantes comme la danse aident en fait les étudiants à mieux réussir leur entraînement. Ensuite, elle lui montre les terrains d'entraînement où il devra passer un test pour savoir s'il possède une épée sacrée, ce qu'ils appellent l'enquête sur l'épée. Mais alors qu'il passe devant les dortoirs, Célia a soudainement mal à la tête et dit qu'elle doit recommencer à s'entraîner pour obtenir sa propre épée sacrée. Juste à ce moment-là, un garçon nommé Muzel et son groupe leur bloquent le chemin. Muzel commence à taquiner Célia et à se moquer de Léo, le traitant comme un petit enfant. Les filles avec Muzel semblent être sous une sorte de contrôle à cause de son épée sacrée. Muzel dit arrogamment à Célia qu'elle devrait rejoindre son groupe de filles, mais elle refuse. Il se met en colère et la saisit par les cheveux. Léo devient vraiment furieux et utilise un sort pour faire tomber Muzel à genoux devant lui. Léo lui ordonne de laisser Célia tranquille, ce qui pousse Muzel à sortir sa propre arme sacrée prêt à se battre. Mais avant qu'il ne puisse commencer, une fille nommée Elphine intervient et menace de signaler Muzel aux autorités en colère. Muzel recule à contre-cœur et nous apprenons qu'Elphine est dans le même peloton que Célia. Célia présente Léo à Elphine qui explique qu'elle n'a pas pu se joindre à leur dernière mission car elle était occupée à vérifier un étrange signal magique qu'ils avaient détecté sur l'île. Elle dit qu'une équipe spéciale va enquêter plus en profondeur. Ils se rendent ensuite au dortoir Hazard, un vieux bâtiment délabré où vit l'équipe de Célia. Les dortoirs sont attribués en fonction des performances, donc plus vous réussissez, plus le dortoir que vous obtenez est agréable. Célia emmène Léo à l'étage et il demande si c'est acceptable pour lui de rester dans un dortoir de filles. Célia rit et dit que c'est bon puisqu'il ressemble à un petit enfant. Elle lui indique la salle de bain pour qu'il puisse prendre une douche. Léo est émerveillé par l'eau chaude, n'étant pas habitué à de tels conforts. Pendant qu'il est sous la douche, Célia entre soudainement et commence à l'aider à se laver. Elle lui dit qu'il peut rejoindre n'importe quelle équipe qu'il souhaite, mais avoue qu'elle aimerait vraiment qu'il rejoigne la sienne. Léo lui demande pourquoi elle est si désireuse de se battre, même si elle n'a pas d'épée sacrée. Avant qu'elle ne puisse répondre, Célia s'évanouit soudainement. Léo utilise rapidement une marque spéciale sur son corps pour la ramener à la vie. Et elle finit par boire le sang de son cou pour retrouver ses forces. Célia est choquée et confuse par ce qu'elle a fait et Léo explique qu'elle n'a pas seulement été guérie, elle était en fait morte. Puis nous faisons un flashback 2 ans plus tôt lorsque Célia avait du mal lors d'une séance d'entraînement avec des robots de combat. Muzel apparaît essayant de la convaincre de rejoindre son équipe au lieu de continuer à se battre. Mais Regina arrive et le fait fuir, disant à Célia qu'une fois qu'elle aura son épée sacrée, elle pourra facilement gérer des gars comme Muzel. Célia dit à Regina que ses raisons de vouloir une épée sacrée ne sont pas seulement une question de pouvoir. De retour au présent, Célia se réveille et Léo lui révèle enfin la vérité. Il est en fait un ancien sorcier qui a été ramené à la vie. Il explique qu'il a utilisé un puissant sort pour la ranimer, mais ce faisant, il l'a accidentellement transformée en vampire mort-vivant. C'est pourquoi elle a bu son sang pour restaurer son mana ou son énergie magique. Célia raconte ensuite à Léo comment les créatures du vide ont attaqué sa ville natale, la laissant, elle et Regina, orphelines. L'Académie les a accueillis et depuis, elle participe à des missions dangereuses, espérant éveiller sa propre épée sacrée. Elle demande à Léo s'il est encore possible pour elle d'obtenir une épée sacrée maintenant qu'elle est une vampire. Léo n'est pas sûr, mais il lui dit qu'elle est définitivement plus forte maintenant qu'avant.
Soudain, l'estomac de Léo gargouille bruyamment et il se sent gêné car il n'est plus habitué à ressentir la faim. À la cafétéria, Léo essaie d'acheter de la nourriture avec une pièce d'or, pensant qu'elle vaut beaucoup, mais il est choqué de découvrir que l'île n'accepte que les crédits et que l'or n'a plus de valeur. Il réalise que tout l'argent qu'il avait économisé du passé est maintenant sans valeur. Non loin de là, des voyous harcèlent une fille, exigeant qu'elle les rembourse. Quand elle demande plus de temps, ils deviennent insistants, mais elle les fait fuir avec juste une épée en bois. Cette fille, Sakuya, fait également partie de l'équipe de Celia. Elle s'excuse d'avoir manqué la mission d'exploration, disant qu'elle était sortie jouer après ses cours. Sakuya connaît déjà Léo grâce à Alphine, et Léo remarque qu'elle est vraiment douée avec une épée. Celia achète le déjeuner pour tout le monde, et Léo interroge Sakuya sur ses vêtements inhabituels. Elle dit qu'ils viennent de sa patrie qui a été détruite par le vide et jure de détruire toutes les créatures du vide. Il s'avère aussi qu'elle aime jouer, et 2 filles viennent lui demander l'argent qu'elle leur doit, mais elle essaie d'esquiver la question. Plus tard, sur les terrains d'entraînement, une femme nommée Alto est en charge du test d'épée sacrée de Léo. Léo sort son bâton et dit que ce n'est qu'une arme de soutien, mais tout le monde est stupéfait quand il détruit facilement 3 robots conçus pour simuler des créatures du vide. Alto est surprise et dit qu'ils doivent faire plus de tests. Puis Musel apparaît et suggère que Léo pourrait prouver sa force en le combattant à la place. Ils acceptent un duel, mais quand Celia voit que toute l'équipe de Musel va se battre, elle insiste pour aider Léo. Musel accepte, mais seulement si Celia accepte de rejoindre son équipe s'ils perdent. Léo accepte le défi, pariant que s'il gagne, Musel devra laisser Celia tranquille pour toujours. Le combat commence sous la surveillance d'Alto et Celia bat rapidement plusieurs membres de l'équipe de Musel. Pendant que Celia se bat, une autre fille du groupe de Musel essaie d'attaquer Léo, mais il l'arrête avec un sort d'ombre. Regina, qui a trop dormi, se précipite sur les terrains d'entraînement et est choquée de voir la bataille en cours. Celia continue de battre l'équipe de Musel, mais quand elle affronte Musel, il utilise son épée sacrée pour la lier et faire tomber son arme. Musel s'en prend ensuite à Léo, et juste au moment où il semble que Léo devra se battre seul, le désir de Celia de le protéger provoque l'éveil de son épée sacrée. Elle se libère du sort de Musel et charge sur lui, tranchant son épée sacrée en 2. Son épée détruite, Musel perd le contrôle de son équipe et les filles reprennent leurs esprits. Musel admet sa défaite et Regina se précipite pour serrer Celia dans ses bras pendant que tout le monde applaudit. De retour au dortoir, Celia remercie Léo pour son aide et promet de le protéger en tant qu'allié, mais elle lui demande aussi de l'aider à devenir plus forte. Cette nuit-là, l'équipe organise une fête pour célébrer la victoire de Celia et pour accueillir Léo dans leur groupe. Ils se disputent pour savoir dans quelle chambre Léo devrait rester, et il choisit de rester avec Celia puisque c'est elle qui l'a trouvé en premier. Plus tard, Léo est dans la chambre d'Alphine, s'inscrivant au réseau de l'Académie. Elle lui dit qu'elle était une combattante dans son ancienne équipe, mais qu'elle travaille maintenant comme analyste de données, car elle a perdu ses pouvoirs après avoir vu ses amis mourir dans un combat contre le vide. Léo s'enregistre et emprunte la tablette d'Alphine, consultant une carte du monde. Il se souvient de comment les choses affaises étaient, et remarque que les créatures du vide semblent apparaître dans des endroits où de grandes batailles ont eu lieu il y a longtemps. Soudain, Blacaz émerge de l'ombre de Léo et lui révèle que toute la ville est alimentée par un gigantesque cristal de mana, la centrale électrique. Puis, Chéri apparaît, expliquant à Léo que lui et la guerre qu'il a menée ont été totalement oubliés, ce que Léo trouve étrange. Pendant ce temps, des plongeurs explorent les fonds marins autour de l'île, à la recherche de signes d'une éruption du vide. Ils sont soudainement attaqués par une créature arboriforme qui prononce le nom de Léo. On remonte en l'an 4932 du calendrier du dieu saint, où l'on voit un jeune Léo, le héros de l'épée sacrée, en route pour vaincre des gargouilles qui terrorisent les habitants. Son guide lui dit qu'il est vraiment un brave homme d'aider à gérer ces monstres, pendant que les 6 autres héros sont occupés à garder la cité impériale. Mais quand ils arrivent là où les monstres sont censés être, Léo réalise que tout cela n'était qu'un piège. Un groupe de soldats surgit soudainement, l'encercle et l'enchaîne. Il le transperce de lance à la poitrine, comptant le laisser mourir, affirmant qu'il ne sera plus un problème pour leur maître. Alors que Léo Gila, Rosalia, la déesse des ténèbres, lui apparaît. Elle lui demande s'il est ceux qui l'ont trahi, mais Léo répond qu'il ne les croit pas vraiment mauvais. Rosalia tente alors de le convaincre de la rejoindre, disant qu'elle s'est toujours intéressée à lui et veut qu'il combatte le monde à ses côtés. Elle dit l'aimer et vouloir qu'il soit avec elle. Soudain, Léo se réveille de cet étrange rêve, il se souvient de sa mission, reconstruire son armée démoniaque. Il utilise une marque magique spéciale pour réveiller Celia de son sommeil et lui dit qu'il peut contrôler ses partisans avec cette marque. Celia s'inquiète et demande si Léo pourrait la forcer à faire quelque chose de mal, mais il la rassure en disant qu'il ne ferait jamais ça. Il lui rappelle aussi que même si elle a soif de sang la nuit, elle devrait au moins demander avant de le mordre.
Célia reçoit un appel d'Elphine qui lui dit qu'il y a eu une grande réunion stratégique plus tôt pendant leur jour de congé. Elle promet d'en dire plus à Célia dès qu'elle en saura davantage. Célia demande ensuite à Léo de l'entraîner et Léo plaisante en disant qu'elle semble pleine d'énergie après avoir bu son sang. Au centre de commandement, un groupe de dirigeants et le directeur par intérim, Castoros, discutent de la perte de contact avec leur équipe marine. Ils mentionnent avoir détecté une activité du vide pendant seulement 3 secondes avant que tout ne devienne silencieux, ce qui est vraiment étrange pour une attaque du vide. Ils examinent des photos floues d'une étrange créature et se demandent si c'est un nouveau type de vide, ressemblant à un arbre ou peut-être un puissant seigneur du vide. Ils évoquent la similitude avec une attaque majeure d'il y a 6 ans et à quel point ils se sont améliorés en défense depuis. Alors qu'ils discutent de la marche à suivre, Castoros reçoit un appel du vrai commandant qui leur ordonne de vérifier la situation à nouveau. Gaelian, le commandant de division, dit qu'il va rassembler une équipe de soldats d'élite pour enquêter et promet que rien de grave n'arrivera à l'île. Pendant ce temps, sur le terrain d'entraînement, Célia est devenue plus forte et élimine rapidement les robots d'entraînement. Léo décide de corser les choses en érigeant une barrière magique autour de la zone et en invoquant un tas de squelettes de bas niveau pour elle. Après les avoir tous combattus, Célia est épuisée. Elle propose d'offrir un repas à Léo pour le remercier de l'entraînement, mais Léo n'est pas sûr de vouloir manger sa cuisine à nouveau, même si son estomac gargouille bruyamment. Dans une autre partie de l'île, un second groupe cherche le seigneur du vide sous l'eau. Au dortoir, Sakuya voit Blackaz assis dehors et le trouve mignon, alors elle lui attache de la nourriture autour du cou pour plus tard. Regina entre dans la chambre d'Elphine avec de nouvelles douceurs à lui faire goûter. Sakuya entre aussi, parlant du chien qu'elle a trouvé dehors. Regina demande pourquoi Elphine est en uniforme et Elphine explique qu'elle est de service avec l'escouade de reconnaissance. Célia et Léo parcourent la ville dans son véhicule et Léo est émerveillé par tout ce que les humains ont construit. On voit Chérie travailler dans une cuisine pour gagner de l'argent pour Léo. Elle coupe des pommes de terre mais finit par couper le bol aussi. Le chef lui dit d'aller balayer dehors en guise de punition. Au moment où elle s'apprête à commencer, elle voit Célia et Léo arriver et se cache derrière la porte. Célia achète des beignets pour quelqu'un et Chérie se demande où ils vont en les voyant partir. Ils arrivent à un endroit appelé le Sunny Spot, un restaurant et un groupe d'enfants accourent pour saluer Célia. Il s'avère que ces enfants sont des orphelins qui vivent au restaurant et Célia aide parfois à s'occuper d'eux. Léo se souvient qu'il était orphelin aussi, mais sa vie était bien différente. À l'intérieur, un enfant nommé Dean fait une farce à Célia en soulevant sa jupe et Léo essaie de l'attraper, mais Célia lui dit de se détendre. Ils sont rejoints par la propriétaire du restaurant, Mademoiselle Frenia, et Célia lui présente Léo. Célia dit qu'elle a soit apporté des beignets et des légumes pour eux et qu'elle préparera le dîner ce soir. Léo réalise que c'est l'endroit que Célia veut protéger et il se demande s'il lui reste quelque chose dans sa vie qu'il se soucie de protéger. De retour à la salle de contrôle, Alphine capte d'étranges vibrations sur le radar venant de sous la ville et Sakuya dit qu'elle a un mauvais pressentiment. Dans la zone de stockage de la ville, des ouvriers vérifient les provisions et sont choqués de voir que des racines d'arbres ont commencé à pousser dans la pièce. On remonte ensuite en l'an 4928 du calendrier du Dieu Saint, où une ville est attaquée par des monstres. Sur les murs de la ville, 3 héros, dont Léo, âgé de 12 ans, observent l'approche des monstres. Terrace, l'un des héros, dit qu'ils ne peuvent pas attendre l'arrivée des autres héros. Et l'aîné, Harikal, décide de détruire tous les monstres et aussi les habitants de la ville. Il lance un sort qui brûlera tout vif et dit à Terus de ramener les gens à la vie, après. Mais Léo n'aime pas ce plan. Il tire son épée et tranche le sort d'Harikal, disant qu'il n'est pas d'accord pour tuer et ressusciter tout le monde. Léo saute du mur et combat les monstres, seuls les vainquant tous. Les gens l'acclament, mais Harikal avertit que le pouvoir de Léo pourrait un jour causer sa perte. De retour au présent, dans la salle de contrôle, ils apprennent que la créature sous-marine a disparu. Castoros pense que ce doit être une créature du vide si elle peut disparaître ainsi, mais Galien suggère qu'elle pourrait s'être transformée en cristal et dit qu'ils doivent la détruire avant qu'elle ne revienne. On leur dit qu'une épéiste sacrée du 18e peloton veut partager des découvertes avec eux. Au début, le conseiller militaire ne se soucie pas de ce qu'une étudiante a à dire, mais quand ils entendent qu'elle élève au centre qu'elle est de la famille Filat, ils changent d'avis. Alphine apparaît à l'écran et explique qu'un vide s'est infiltré dans les parties souterraines de l'île et perturbe le réseau. Tout le monde est choqué et le personnel de la salle de contrôle confirme que des sons étranges ont été signalés depuis le bloc 59 et que le vide semble se déplacer. Alphine pense que le vide pourrait essayer de s'enfoncer plus profondément dans la ville en se déplaçant secrètement. Certains soutiennent qu'une créature du vide ne pourrait pas être aussi intelligente, mais un autre rapport arrive du service de stockage disant que d'épaisses racines poussent dans l'un des entrepôts. Regina essaie d'appeler Célia, mais elle ne parvient pas à la joindre. Elphine décide d'envoyer un drone au Sunny Spot, où Célia et Léo passent du temps avec les enfants.
Pendant ce temps, des soldats le trouvent une créature du vide dans un entrepôt, mais elle s'échappe, laissant tout le monde perplexe. Elfin les alerte rapidement que le vide se dirige vers la centrale électrique en suivant les lignes électriques. S'il atteint la centrale, il pourrait absorber beaucoup d'énergie et provoquer une débandade massive de monstres. Le vide atteint la centrale électrique et commence à combattre les systèmes de sécurité. Au même moment, Castoros, le directeur par intérim, ordonne à l'île d'entrer en mode forteresse et dit à tous d'évacuer vers les abris. Finalement, le vide atteint le cristal à l'intérieur de la centrale, ce qui provoque une débandade et des monstres commencent à déferler du ciel. Dans la salle de contrôle, les dirigeants se préparent à un long combat, sachant qu'ils doivent tenir au moins 3 jours avant l'arrivée des renforts de la capitale. Léo et Célia comprennent vite ce qui se passe et passent à l'action. Léo dit à Chéri de protéger les amis de Célia et d'aider à mettre les enfants en sécurité. Alors que des monstres volants approchent, Léo rejoint Célia qui se prépare déjà à combattre. Célia tranche rapidement 2 des monstres, tandis que Léo brûle les autres avec sa magie de feu. Soudain, 3 grands vides de classe ogre apparaissent près de l'endroit où le reste de leur équipe est stationné. Sakuya les abat un par un et Regina utilise son canon pour s'occuper des autres. Ils parviennent à éliminer tous les monstres proches, mais deviennent nerveux quand un énorme vide de classe Hydra apparaît, suivi d'un vide de classe dragon descendant du ciel. Léo regarde le dragon et rit, disant que même de grands dragons sont devenus des créatures du vide. Il décide d'affronter le dragon lui-même et dit à Célia de le protéger pendant qu'il prépare un puissant sort. Léo utilise un sort de niveau 10 pour pulvériser le dragon, mais il ne meurt pas et s'écrase près d'eux. En atterrissant, le dragon crache du feu, projetant Célia au loin. Blackaz sort des ombres pour aider, donnant à Léo juste assez de temps pour lancer un autre sort. Blackaz parvient à retenir le dragon le temps que Léo termine son sort, le vainquant finalement. Mais avant de célébrer, le sol commence à trembler et une grande fissure s'ouvre. D'épaisses branches jaillissent, attrapant Célia et la tirant sous terre. Léo court vers la fissure, mais d'autres branches lui barrent le chemin. Les branches se tordent et forment une créature qui appelle Léo par son nom, et Léo réalise que c'est Tarikael, un vieil ennemi de son passé. On fait un flashback en l'an 4934 du calendrier du dieu saint, dans la cité des morts vivants de Necrosa. Léo retourne à son château après une bataille, et Rosalia, la déesse des ténèbres, l'attend. Il est clair que Léo est en train de devenir un mort-vivant, la moitié de son visage ressemblant à un squelette. Il dit à Rosalia qu'il a gagné un grand combat contre un ennemi puissant et lui offre les trésors qu'il a pris. Elle lui dit de les garder pour l'instant. Rosalia le félicite et Léo mentionne qu'il a un nouvel ami nommé Blackaz, un prince du royaume des ombres. Ils s'entraident à cause de problèmes dans le royaume de Blackaz et en retour, Léo a appris des sorts de sa part. Rosalia décide d'offrir à Léo un cadeau spécial, l'épée sacrée qu'il possédait quand il était un héros. Elle dit qu'elle ne lui convient plus et la transforme en épée démoniaque. Elle la lui tend, mentionnant qu'il y a des règles spéciales pour l'utiliser, ce que Léo sait déjà. De retour au présent, Léo et Arikal se font face. Arikal essaie d'invoquer plus de créatures du vide, mais Léo l'arrête avec sa magie de feu, forçant Arikal à se retirer dans le sol. Léo vérifie sa marque spéciale et voit que Célia est toujours en vie car la marque n'a pas disparu. Il jure qu'il vaincra Arikal pour de bon cette fois. Blackaz apparaît des ombres et il parle du fait qu'Arikal est toujours en vie. Il se demande si Rosalia pourrait aussi être encore là. Léo lance un sort pour envoyer certains de ses soldats garder les enfants pendant qu'il va sauver Célia. Blackaz entend un léger son à proximité et trouve l'appareil de communication de Célia au sol. Alfin appelle Célia, lui disant de les aider à combattre le vide de classe Hydra car ils ont besoin de plus de puissance. Léo répond, expliquant que Célia a été capturée par les vides et demande à Alfin d'utiliser la capacité de traque de son épée sacrée pour la localiser afin qu'il puisse la secourir. Alfin l'avertit que c'est dangereux et suggère d'attendre plus d'aide, mais Léo insiste sur le fait qu'ils n'ont pas le temps. Voyant la destruction que Léo a déjà causée, Alfin décide de lui faire confiance. Elle utilise son épée pour localiser Célia et découvre qu'elle est à la centrale électrique. Léo et Blackaz partent immédiatement pour la secourir. Pendant ce temps, Elfin esquive de justesse une attaque de l'Hydra et Chéri intervient pour aider, vainquant l'Hydra sans se révéler. Tout le monde se demande ce qui vient de se passer. Léo chevauche Blackaz jusqu'à la centrale électrique et Blackaz lui demande pourquoi il est si déterminé à aider les humains. Léo admet qu'il a appris à se soucier d'eux, il pénètre dans la centrale et Léo attaque Arikal avec des sorts de feu, mais Arikal n'est pas affecté grâce à sa capacité de guérison rapide. Arikal dit à Léo qu'il aurait dû mourir il y a 2000 ans, mais Léo répond qu'il n'était pas vraiment mort, juste en train de cacher son âme. Arikal parle de la façon dont le monde a changé et comment il va être reconstruit, mais Léo ne comprend pas ce qu'il dit. Des visages apparaissent de sur les branches et Léo réalise qu'Arikal a fusionné avec les prêtres de l'ordre sacré. Profondément sous terre, Célia est ligotée par les branches. Alors qu'elle l'attaque,
Elle réalise que son mana est drainé trop vite, soupçonnant qu'Arikale en est la cause. Les choses empirent alors que tous les visages fusionnés commencent à attaquer ensemble. Léo comprend que la seule façon de gagner est de trouver Célia et de la réveiller. Il enduit l'oreillette de son sang et commence à chercher. Pour Célia, son désir ardent de protéger tout le monde fait jaillir des pointes de son sang, brisant les branches qui la retiennent. Léo la localise et lui tire l'oreillette avec précision. Ça la transperce, réveillant ainsi ses pouvoirs de vampire. Elle se libère et retrouve Léo tandis que Blackas disparaît pour récupérer. Célia demande à Léo ce qu'il a fait et il lui dit qu'il lui a donné de son sang. Ils se préparent à affronter Arakael qui lance de multiples sorts de niveau 10, pouvant causer des dégâts massifs. Léo demande à Célia de le défendre pendant qu'il poursuit Arikale. Célia repousse les monstres avec sa magie du sang tandis que Léo sort son épée démoniaque. L'épée d'Inslaf ne peut être utilisée que pour défendre le royaume de Léo. Alors Léo déclare le 7e jardin d'assaut comme son royaume, faisant de tous ses habitants son peuple et jurant de les protéger. Blackas est surpris que l'épée accepte Léo. Arikale dit qu'il est impossible de changer le destin du monde, mais Léo est déterminé à lui prouver le contraire. Il attaque Arikale d'un puissant coup d'épée, le vainquant. Arikale vaincu, les créatures du vide cessent d'arriver et les restantes commencent à disparaître. Dans la salle de contrôle, tout le monde est choqué d'avoir pu arrêter la débandade. Ils supposent que le Seigneur du Vide a été détruit dans l'explosion de la centrale. Pendant ce temps, Léo et Célia atterrissent en toute sécurité et sont accueillis par leur équipe, heureuse que tout le monde s'en soit sorti. De retour au dortoir, Léo est allongé sur son lit quand Célia entre avec une assiette de sandwich et une médaille faite par les enfants du coin ensoleillé. Quand elle demande nerveusement si elle peut avoir un peu de son sang et Léo lui offre son doigt. Au moment où Célia se penche, quelques-uns de leurs amis entrent dans la pièce, les surprenant dans un moment gênant. Célia essaie d'expliquer ce qui se passe, mais personne ne croit vraiment son histoire. Après la grande attaque sur le 7e jardin d'assaut, la ville est en réparation. La centrale électrique étant endommagée, ils ont basculé l'approvisionnement en mana de la ville sur des panneaux solaires qui transforment la lumière du soleil en énergie. Léo est curieux de la terre qu'il appelle désormais son royaume, alors il essaie de s'introduire dans une chambre forte où sont gardés d'anciens secrets. Mais quand il arrive, un esprit gardant la porte l'arrête, disant qu'il a besoin de la permission de l'administration pour entrer. Juste à ce moment, Regina apparaît derrière lui et commence à le taquiner sur ce qu'il fait là. Léo ment rapidement, disant qu'il est juste là pour étudier d'anciennes langues afin de pouvoir lire les écritures sur les murs des ruines où il a été trouvé. Regina utilise de la magie pour déverrouiller la porte du coffre et les laisse entrer tous les deux. À l'intérieur, Léo est stupéfait et demande comment Regina a réussi à l'ouvrir si facilement. Elle hausse les épaules et appelle ça un tour de magie, lui disant de garder le secret. Soudain, ils reçoivent tous deux un message de l'administration les invitant, eux et toute leur équipe, à une cérémonie spéciale organisée par la princesse Altiria. Sur un navire de luxe appelé le SS Hyperion, Léo suggère à Regina de se rendre d'abord au port et il la rejoindra après avoir fini d'explorer le coffre. Mais Regina décide qu'elle ne veut pas aller à la cérémonie de toute façon. Dans une autre partie de la ville, un groupe de demi-humains mené par un lion noir nommé Bastia prévoit de perturber la cérémonie et de kidnapper la princesse. Ils veulent l'utiliser pour négocier la libération de leurs amis enfermés dans la capitale, mais leur plan est interrompu par Charnak, la sorcière de la forêt éternellement sombre, qui leur suggère de changer de plan. Elle leur offre des épées démoniaques, ce qui leur donnerait une chance de se battre contre les épéistes sacrés, et suggère de prendre le contrôle du navire et de retenir la princesse en otage à la place. Elle leur demande aussi d'épargner quelques épéistes sacrés pour un rituel, et le groupe accepte. De retour au port, la princesse salue la foule depuis le navire, et Regina l'observe de loin. Léo retrouve le reste de l'équipe et donne à Célia un petit porte-clés qu'il a acheté pour elle, et elle le remercie avec un sourire. Alors qu'il marche vers Gila et qu'il marche vers le navire, il rencontre Fenris, un ami d'enfance de Célia. Il commence à la taquiner en traitant son équipe de paresseuse, et les deux commencent à se disputer. Elphine intervient pour les séparer et avant de partir, Fenris félicite Célia d'avoir éveillé son épée sacrée. Pendant ce temps, les demi-humains s'introduisent sur le navire par le côté mer, où la sécurité est la plus faible. Ils se déguisent en soldats après avoir éliminé les vrais. Sur le pont, l'équipe s'amuse tandis que Léo est à l'écart, lisant de vieux documents trouvés dans le coffre. En lisant, il réalise que certaines parties de l'histoire ont été effacées exprès. Chérie apparaît et partage toutes les informations qu'elle a recueillies sur le navire. Léo la remercie et lui donne un churro en récompense, mais Chérie ne semble pas très enthousiaste. Célia vient et convainc Léo de la rejoindre pour une leçon de natation dans la piscine du navire. Mais une fois qu'il commence, Léo le regrette car il a du mal à se concentrer avec Célia en maillot de bain. Pendant ce temps, la princesse est en route pour prononcer un discours avec quelques gardes quand ils sont pris en embuscade par les demi-humains déguisés qui la capturent.
Son animal de compagnie réussit à s'échapper et s'enfuit. Les demi-humains prennent le contrôle du pont et révèlent leurs épées démoniaques. Au moment où Fenris est sur le point de riposter, ils menacent de blesser les passagers, forçant tout le monde à se soumettre. Un elfe âgé parmi les demi-humains utilise une bombe pomme magique pour maintenir tout le monde en ligne et leur prend leurs armes. Ils annoncent dès qu'ils détournent le navire pour négocier avec le gouvernement. L'un des conseillers militaires, Baldur, questionne leur motivation. Un homme bête s'énerve des moqueries de Fenris et révèle accidentellement qu'ils ont obtenu leur nouveau pouvoir d'une déesse. Léo dit discrètement à Célia qu'ils doivent se séparer. Il utilise sa magie des ombres pour s'éclipser et chercher la princesse. Dans la salle de contrôle, la princesse, désormais otage de Charnac, est forcée de démarrer les moteurs du navire avec ses pouvoirs élémentaires en échange de la sécurité des passagers. Bastia lui ordonne de mettre le cap sur la capitale, mais elle remarque un dangereux nid du vide devant eux. Il s'avère que le vrai plan de Charnac est de sacrifier les épéistes sacrés qui ont été souillés par la magie du vide. Quand Bastia essaie de l'arrêter, des flammes jaillissent de sa propre épée démoniaque et Charnac avertit tout le monde de la suivre ou de subir le même sort. Regina arrive au port et est surprise de voir le navire prendre le large. L'animal de compagnie de la princesse la trouve et demande de l'aide. Regina saute rapidement sur le navire et trouve Léo dans l'un des couloirs. Il est révélé que la princesse est en fait la sœur cadette de Regina. Elle demande de l'aide à Léo et nous en apprenons plus sur le passé de Regina. Elle est née 4e fille du roi mais devait être exécutée car elle est née sous un mauvais présage. Le duc Crystalia l'a sauvée en plaidant auprès du roi et elle a été élevée en secret comme servante dans la maison de Célia. Regina révèle sa véritable identité à Léo et lui dit qu'elle est venue au port pour voir sa sœur, mais a fini par rencontrer son animal de compagnie à la place. Léo explique que la princesse a été capturée par des demi-humains qui ont pris le contrôle du navire et ils décident de la secourir ensemble. Pendant ce temps, Alphine dit à Célia de créer une diversion afin qu'elle puisse utiliser un drone caché pour brouiller le signal du détonateur de la bombe. Célia se pique le doigt avec une fourchette et utilise ses pouvoirs de vampire pour faire une scène. Léo et Regina se dirigent vers la salle de contrôle mais la trouvent vide, l'autopilote du navire étant verrouillé. Léo suggère à Regina d'utiliser ses pouvoirs royaux pour appeler la princesse, mais Regina hésite à révéler qui elle est vraiment. Léo insiste sur le fait que sauver la princesse est plus important. Regina utilise son animal de compagnie pour communiquer avec la princesse sans révéler son identité. La princesse partage sa position et donne à Regina un code pour empêcher le navire de s'écraser dans le nid du vide. Léo dit à Regina de s'occuper d'arrêter le navire pendant qu'il va secourir la princesse. Dans la pièce où les otages sont retenus, Célia et les autres filles réussissent à se libérer et commencent à riposter contre les pirates. Alphine utilise son drone pour brouiller le signal de la bombe et Célia utilise sa magie du sang pour détruire le détonateur. Elles défont les pirates et libèrent les otages, mais elles sont choquées de voir que le navire se dirige droit vers une zone dangereuse remplie de créatures du vide. Alors que des créatures du vide de classe homme-poisson commencent à monter à bord, les filles se préparent pour un autre combat. La bataille commence et elles repoussent les monstres tout en aidant les civils à se mettre en sécurité. Léo contacte Célia et lui dit d'aller aider Regina dans la salle de contrôle en utilisant la clé qu'il lui a donnée. Il dit qu'il s'occupera des créatures du vide et remarque que la princesse est emmenée à bord d'un petit aéronef. Célia arrive à la salle de contrôle juste à temps pour sauver Regina qui était entourée de monstres du vide. Pendant ce temps, les autres filles affrontent un dévoreur de cerveau, un vide bien plus puissant que les créatures hommes-poissons. Sakuya décide de s'en occuper seule pendant que le reste de l'équipe aide les civils à s'échapper. Nous voyons Sakuya déchaîner son épée démoniaque, prête à combattre le dévoreur de cerveau et à protéger tout le monde sur le navire. Après avoir atteint le cœur du navire, Regina entre les codes de contrôle en utilisant Star Calamity. Elle ressent un soulagement en sachant que sa sœur, la princesse, pense toujours à elle de cette manière spéciale. Alors qu'elle fait demi-tour avec le navire, Léo utilise sa magie des ombres pour attraper l'aéronef en fuite juste au moment où il est sur le point de décoller. Il lance un sort de boule de feu pour détruire les créatures du vide qui l'entourent, se vantant de défendre les ennemis de son royaume en tant que seigneur démon. Non loin, Fenris et Elphine sont entourés d'une horde de monstres du vide quand soudain, Chéri apparaît de nulle part et les sauve en un éclair sans attirer l'attention, laissant tout le monde perplexe. Sakuya, l'air épuisé, se repose dans une autre pièce après avoir vaincu le dévoreur de cerveau. Face à Charnek, Léo révèle qu'il est le seigneur démon. Charnek ne le croit pas au début, mais Léo bloque facilement ses sorts et la piège avec sa magie. Léo l'interroge et Charnek admet que son but est de livrer des épées démoniaques créées en corrompant des épéistes sacrés à sa déesse. Quand Léo exige de connaître le nom de la déesse, Charnek est sur le point de le révéler quand soudain elle est empalée par Zulkstar, une lame légendaire connue pour tuer les seigneurs démons. Il s'avère que l'épée s'est transformée en seigneur du vide en 7 ans. Léo lance un puissant sort de feu de niveau 8 dessus, mais la lame absorbe la magie. L'épée se téléporte, attaquant Léo, et il a du mal à suivre.
Regina, observant depuis les caméras du navire, active rapidement les armes du vaisseau qui commencent à tirer sur le Seigneur du Vide et les ennemis environnants. Regina lance ensuite un missile sur le Seigneur du Vide, réussissant à lui causer quelques dégâts. Un autre missile est lancé, mais il s'ouvre en plein air, révélant Celia à l'intérieur. Elle saute pour rejoindre le combat aux côtés de Léo. Léo dit à Celia de s'occuper des petites créatures du vide pendant qu'il se prépare à déchaîner son épée démoniaque. Utilisant une technique d'épée secrète, Léo frappe le Seigneur du Vide d'un seul coup puissant, créant une explosion massive d'énergie sur le navire qui détruit la lame légendaire. Plus tard, de retour au port, la princesse remercie l'équipe pour leur bravoure et leur travail acharné. Elle remarque que Léo est absent et demande où il est. Les autres lui disent qu'il n'a pas pu venir car il ne se sent pas bien. Quand elle s'enquiert du mystérieux médium qui a aidé pendant l'attaque, ils disent que c'était quelqu'un qui envoyait les meilleurs vœux de Regina, ce qui fait sourire la princesse. Léo, se sentant complètement épuisé et endolori de partout, se repose. Regina vient lui rendre visite, apportant de la nourriture pour montrer sa gratitude de l'avoir réuni avec sa sœur, et elle lui donne un rapide baiser sur la joue. Ailleurs, un groupe de soldats poursuit les demi-humains qui se cachent dans les tunnels souterrains. Les soldats les rattrapent et disent donc qu'ils sont en état d'arrestation, mais soudain, les soldats se transforment en pierre. Une figure mystérieuse apparaît, lançant un sort qui force les soldats à s'agenouiller. Il se présente comme le Seigneur Démon et dit aux demi-humains que les soldats redeviendront normaux bientôt. Il leur promet un refuge sûr s'ils lui jurent fidélité. Les demi-humains, ne voyant pas d'autre option, acceptent de le rejoindre. Il les appelle les loups du diable et crée un labyrinthe souterrain que les soldats ne peuvent pas voir, offrant aux demi-humains un moyen de s'échapper. Juste à ce moment, il reçoit un appel mystérieux et réalise que quelqu'un le cherche, alors il part rapidement. De retour au dortoir, Celia remarque un grand groupe de corbeaux qui tournent à l'extérieur. Sachant que les corbeaux sont attirés par les vampires, elle pense que Léo pourrait l'aider et commence à le chercher. Elle entre dans sa chambre et voit Chéri faire le ménage, ce qui la trouble. Mais ensuite, Chéri disparaît soudainement, laissant Celia se demander si elle n'imaginait pas des choses. Elle appelle Léo, lui disant qu'elle le cherche, mais il raccroche rapidement et elle décide de prendre une douche. Pendant ce temps, le Seigneur Démon retourne dans sa chambre et retire son déguisement, se révélant être Léo. Il devient clair que Léo prévoit de reconstruire son armée démoniaque et croit que les demi-humains seront des alliés utiles. Il se dirige vers la chambre de Celia et la surprend accidentellement alors qu'elle se change. Il se retourne rapidement et s'excuse, mais Regina entre et les voit, pensant qu'elle est tombée sur quelque chose d'inapproprié. Plus tard, à table, Regina mentionne des rumeurs selon lesquelles leur dortoir serait hanté, disant que des gens ont rapporté avoir vu un chien noir et une fille fantôme. Celia pense avoir vu le fantôme quand elle a vu une fille nettoyer la chambre de Léo, mais Léo rejette l'idée, sachant qu'elle a en fait vu Chéri. Regina lui demande où il était et Léo lui dit qu'il se préparait pour le prochain match car il ne veut pas décevoir Celia. Regina révèle ensuite que leur équipe affrontera le peloton de Fenris lors du prochain match et que ce sera difficile. Celia est déterminée à gagner, quoi qu'il arrive. Quand le match commence, Celia s'empare d'un des drapeaux ennemis. Elphine détecte des attaquants qui approchent et informe Regina de leur position, permettant à Regina de les éliminer à distance avec ses compétences de tireuse d'élite. Sakuya charge seule, créant une diversion pendant que Celia essaie de détruire d'autres drapeaux ennemis. Cependant, elle est prise en embuscade par des loups de givre et l'un d'eux la mord, la faisant tomber. Fenris apparaît, révélant qu'elle a percé leur plan. Elle a fait courir Sakuya après ces loups pendant que son équipe s'occupait des drapeaux de Celia. Fenris pense que son équipe a l'avantage et gagnera après avoir vaincu Celia, alors elle se prépare au combat, disant à sa coéquipière de s'occuper de Léo. Fenris charge Celia, réussissant à la repousser, puis invoque ses loups pour immobiliser Celia. Pendant ce temps, la coéquipière de Fenris essaie de tirer sur Léo, mais il bloque l'attaque et utilise sa magie des ombres pour la piéger. Celia réussit à se libérer des loups et se jette sur Fenris, la maîtrisant. Léo voit la force de Celia et pense qu'elle pourrait être destinée à être sa guerrière de droite. Au final, leur équipe remporte le match. Pendant ce temps, une figure mystérieuse nommée Néphixis est vue présentant des épées démoniaques à sa déesse, disant que le temps de son éveil est proche. Soudain, un jardin d'assaut, une forteresse flottante massive, apparaît sur les moniteurs de la salle de contrôle. Celia le reconnaît immédiatement comme sa ville natale, le 3e jardin d'assaut, qui a disparu dans le territoire du vide il y a 6 ans. Ils se dirigent droit vers eux et devraient arriver dans 7 jours. Ils reçoivent un signal de détresse du jardin, envoyé 2 fois, suggérant qu'il pourrait encore y avoir des survivants. Leur commandant leur ordonne d'enquêter et d'arrêter le jardin d'assaut, leur donnant 72 heures pour accomplir la mission. Alphine se demande pourquoi leur équipe a été choisie pour cette mission et suppose que c'est peut-être parce que Celia est originaire du 3e jardin d'assaut et est la dernière membre survivante de la famille Crystalia.
Leur supérieur convient que c'est possible, mais mentionne que le bureau de l'administration a pris la décision, estimant que leur équipe est la meilleure pour la tâche. Celia accepte la mission, et le lendemain, Léo remarque qu'il a vu la marque de l'ordre sacré dans la ville, alors il veut découvrir qui est derrière cela. Il ordonne à Blackass de protéger son royaume pendant son absence et dit à Sherry de l'accompagner. Il s'envole vers la ville, et en chemin, Regina laisse Léo reposer sa tête sur ses genoux et commence à lui nettoyer l'oreille. Léo se souvient d'un souvenir avec Rosalia où elle lui avait dit que son temps était compté et qu'elle renaîtrait dans 1000 ans. Léo a promis qu'il la trouverait et ne cesserait jamais de chercher. Quand ils atteignent le 3e jardin d'assaut, un épais brouillard l'entoure, les forçant à continuer à pied. Celia dit aux autres filles d'enquêter sur le signal de détresse pendant qu'elle et Léo se concentrent sur l'arrêt du jardin d'assaut. Elphine envoie son drone suivre Celia, lui permettant de surveiller les choses à distance. Léo invoque Sherry, lui ordonnant de protéger les filles, car il les considère désormais comme faisant partie de son royaume. Celia se souvient comment la ville a été détruite alors qu'elle se cachait dans l'abri. Soudain, son compteur se déclenche et ils sont frappés par une explosion d'énergie. Elle est clouée au sol et Léo voit une créature du vide massive se diriger vers eux. Pendant ce temps, nous voyons une fille nommée Harle qui réalise qu'elle a été envoyée 1000 ans dans le futur. Elle regarde autour d'elle la ville en ruine, pensant qu'il ne reste plus d'humains. Nous apprenons qu'elle a été envoyée ici pour empêcher une déesse de renaître. Nephessès apparaît, la reconnaissant comme la grande héroïne elfe, et c'est qu'elle est là pour détruire le vaisseau de la déesse avec son épée légendaire, Crossax. Elle réalise qu'il est le gardien du vaisseau et essaie de l'attaquer, mais il disparaît soudainement, révélant que ce n'était qu'une illusion. Il la prévient de partir et une créature du vide géante se dirige vers elle, menaçant de mettre fin à sa vie. Nous revenons à Celia qui est en grave difficulté alors qu'une créature du vide géante s'apprête à l'attaquer. Juste avant qu'il ne frappe, Léo lance rapidement un sort qui la téléporte dans un tunnel souterrain, la tirant du danger. Le vide tire un puissant rayon d'énergie, mais Léo le bloque avec un bouclier magique. Il essaie de riposter en lançant une boule de feu massive, mais le vide est protégé par une sorte de barrière magique. Léo réalise que c'est un bouclier sacré, comme quelque chose qu'un ange utiliserait. Il pense que la créature du vide essaie d'imiter un ange, mais il sait qu'elle n'a aucune chance contre lui. Pendant ce temps, les filles voient des éclairs et des explosions au loin. Elphine mentionne que le flux de son drone est devenu noir, probablement détruit dans le chaos. Elle décide de se diriger vers le site de l'explosion pour trouver Celia. De retour au combat, la créature du vide commence à tirer des flèches, mais Léo les dévie avec facilité. Il lance ensuite un puissant sort de gravité, essayant d'écraser le vide par la force pure. Mais le vide riposte, résistant à sa magie. Ne renonçant pas, Léo intensifie son jeu avec un sort encore plus puissant, un sort de lumière de niveau 9 qui crée une énorme boule d'énergie pressant sur le vide. La créature lutte contre cela, mais Léo la frappe ensuite avec un sort de foudre, la touchant directement et détruisant le vide instantanément. Après avoir vaincu la créature, Léo se précipite vers Celia. Il lui dit qu'il s'est occupé du vide, mais il remarque rapidement qu'elle est en mauvais état et gravement blessée. Il lui dit de se reposer, sachant qu'il lui faudra du temps pour récupérer complètement. Soudain, il remarque des figures fantomatiques apparaître autour d'eux. Celia aperçoit un blason familial sur l'une d'elles et le reconnaît comme appartenant au duc, réalisant que ce sont les esprits de personnes loyales à son père. Le chef des fantômes, nommé William, s'avance et explique que c'est lui qui a envoyé le signal de détresse. Il avertit Celia que le 7e jardin d'assaut est en grand danger car un nouveau seigneur du vide est apparu dans la ville et aspire l'énergie de la centrale pour devenir encore plus fort. Il pense que ça va se réveiller. Celia sait qu'elle doit prévenir les autres, mais elle comprend aussi que personne ne la croira sans preuve solide. Léo lui rappelle qu'elle est trop blessée pour faire grand-chose et qu'elle doit guérir. William propose de l'emmener au manoir où il pourrait trouver des preuves. Les figures fantomatiques utilisent leur magie pour conduire une voiture, mais elle avance lentement. Léo décide d'accélérer les choses en invoquant ses chevaux magiques, les attachant à la voiture pour la faire aller bien plus vite. Pendant ce temps, les filles rencontrent une jeune femme nommée Harle, la prenant pour une survivante. Mais Harle est méfiante et pense qu'elle collabore avec Néphécaste, la mystérieuse entité derrière les vides. Elle sort son épée et tente de les attaquer, mais Sakuya intervient, la bloque et le combat commence. Sakuya gagne le combat mais décide de ne pas achever Harle, la voyant trop blessée pour continuer. Celia reçoit un appel d'Alphine qui l'interroge sur le vide qu'elle a combattu. Celia lui dit que le vide est déjà détruit, mais mentionne qu'un seigneur du vide bien plus dangereux se cache en ville. Il s'amuse avec la centrale électrique, ce qui pourrait expliquer pourquoi le jardin d'assaut est de nouveau actif. Elle suggère d'aller voir, mais Alphine dit qu'elles ont trouvé une survivante et l'aident à récupérer. Elle conseille à Celia de se rendre au manoir une fois qu'elles auront terminé. Léo donne à Celia une amulette spéciale, expliquant qu'elle peut transformer le mana en force physique, mais l'avertit qu'elle videra son mana très rapidement. Il la place en elle, lui disant d'imaginer la porter quand elle voudra l'activer.
Célia demande pourquoi il lui donne ça et il répond qu'il ne veut pas qu'elle se blesse à nouveau et souhaite qu'elle reste en sécurité. Il lui donne aussi des porte-clés porte-bonheur, disant qu'ils apportent de la chance. Les filles aident Harl avec ses blessures et elle explique s'être blessée en combattant une créature du vide. Elle demande ce qu'elles font là et Elphine explique que la ville fut détruite il y a 6 ans et qu'elles ont été envoyées pour enquêter sur la réactivation du jardin d'assaut. Quand Elphine demande à Harl pourquoi elle est là, Harl répond qu'elle est en mission pour vaincre une puissante déesse. Alors qu'elle s'apprête à partir, son estomac gargouille bruyamment et Sakuya lui offre de la nourriture, tandis qu'Elphine dit que c'est leur devoir de la protéger. Au même moment, Néphikas prépare la résurrection de la déesse quand une créature du vide apparaît et rapporte que son ange a été tué. Néphikas est choqué, croyant qu'un humain l'a vaincu, et y voit une menace sérieuse. Il décide d'agir lui-même. Célia arrive au manoir et se dirige vers la bibliothèque, se remémorant les moments où son père y passait du temps. Les figures fantomatiques ont utilisé leur magie pour lui montrer à quoi ressemblait la bibliothèque avant sa destruction. Elle se souvient de son père lui racontant des histoires sur un méchant seigneur démon qui avait mis les dieux en colère, alors ils avaient envoyé un héros pour le vaincre. Son père disait que le seigneur démon avait été vaincu, mais il n'était pas sûr que ce soit la vraie fin du conte. Néphika l'interrompt soudainement et elle se demande s'il ne serait pas un autre survivant de la ville. Il s'offense de la question et l'attaque avec sa magie, l'assommant d'un seul coup. Nous voyons un flashback de la jeune Célia avec son père qui lui dit qu'elle doit évacuer vers l'abri pour sa sécurité. Elle le supplie de venir avec elle, mais il insiste qu'il doit rester et combattre, lui rappelant que leur famille a le devoir de protéger la ville. Il lui dit de partir car elle n'a pas encore éveillé son épée sacrée. Il lui rappelle aussi l'histoire du Seigneur démon, disant qu'il reviendra sauver l'humanité à son heure la plus sombre pour combattre les vides. De retour au présent, Néphikas pense avoir exagéré en utilisant un sort puissant pour assommer Célia. Mais alors que la poussière se dissipe, il voit des guerriers squelettes apparaître et se demande qui les a invoqués. Les squelettes déclarent qu'ils sont là pour protéger Célia, et Néphaïx suppose qu'elle doit être leur maîtresse. Il se prépare à les détruire avec un autre sort puissant, mais juste à ce moment, Léo apparaît et le frappe avec un sort de feu, le repoussant. Célia se réveille et demande à propos des squelettes. Léo explique qu'ils ont été invoqués grâce aux porte-clés magiques qu'il lui avait données plus tôt. Nephiukes se remet sur pied, réalisant que Léo n'est pas un simple humain, et lance une explosion de feu. Léo contre avec un sort de glace et ils s'affrontent, mais Léo parvient à maîtriser Néphésès. Surpris par la force de Léo, Néphésès essaie de comprendre qui il est vraiment. Mais avant qu'il ne puisse continuer, le sol commence à gronder violemment. Néphésès rit, disant que la déesse est en train de se réveiller. Voyant que son travail est terminé, Néphésès s'échappe par un portail magique, narguant Léo en disant que la fin du monde est proche. Léo reconnaît Néphaïxès de son passé et se souvient qu'il a servi un seigneur des ténèbres de l'au-delà. Léo se demande ce que Néphaïx fait ici maintenant et commence à soupçonner que la déesse pourrait être Rosalia. Soudain, une marque sacrée apparaît dans l'air et la déesse émerge. William, l'une des figures fantomatiques, souligne qu'elle est le seigneur du vide qu'il a mentionné plus tôt. Des anges commencent à apparaître autour d'elle et Léo voit le visage de la déesse, réalisant qu'elle a été créée à partir des restes du héros légendaire Résurrection. Regina, observant de loin, informe rapidement le reste de l'équipe de l'apparition de la déesse. Alphine active les systèmes du vaisseau et envoie un signal de détresse pour appeler des renforts. Les anges commencent à attaquer l'équipe et Alphine dit qu'il n'y a aucun moyen de fuir, ils doivent vaincre la déesse pour survivre. Elle décide d'utiliser son drone pour trouver un véhicule afin qu'il puisse s'approcher pour un assaut direct. L'équipe combat les anges, détruisant leur corps, mais les anges se régénèrent presque instantanément. Elphine les scanne et découvre que leur point faible est leur tête. Elle partage cette information avec les autres et ils visent tous la tête des anges, réussissant finalement à les vaincre. Léo se souvient que Résurrection avait le pouvoir de ramener les choses à la vie, ce qui explique pourquoi les anges peuvent guérir si vite. L'équipe se prépare pour le prochain défi, sachant que le combat est loin d'être terminé. Alors que la bataille continue, Léo remarque que la déesse se rapproche. Alphine parvient à trouver des véhicules à proximité et crie à tout le monde de la couvrir pendant qu'elle les prépare. Léo utilise un énorme sort de feu pour projeter un groupe d'anges hors du ciel. Il sait qu'il pourrait avoir une chance de vaincre la déesse, mais il y a beaucoup trop d'anges autour d'elle. Il décide qu'il doit aller directement vers la déesse s'ils veulent gagner ce combat. Léo utilise l'un de ses sorts les plus puissants, une magie de niveau 10 qui crée une énorme boule de lumière. La lumière engloutit la déesse, brûlant son corps entièrement, mais elle se régénère immédiatement. Elle commence à lancer un sort et Léo lève rapidement une barrière magique pour se protéger. La déesse déchaîne une pluie de feu couvrant toute la zone de flammes. Harl, observant de loin, reconnaît le sort comme Némésis, un sort de niveau 11 super puissant qui peut causer d'énormes destructions. Léo le bloque, mais il voit un groupe d'anges arriver vers lui. Il crie à Célia de le protéger pendant qu'il essaie d'abattre la déesse.
Célia utilise sa magie du sang pour former des ailes et s'envole, tailladant les anges. Les guerriers squelettes que Léo a invoqués plus tôt interviennent aussi pour l'aider à dégager un chemin. Léo charge droit sur la déesse, prêt à la frapper avec son épée démoniaque d'un slaf. Au moment où il s'apprête à porter le coup final, il entend une voix familière, c'est celle de Rosalia venant de l'épée. Pendant une seconde, il pense que Rosalia pourrait être à l'intérieur de la déesse et il hésite. Mais ensuite, il se force à attaquer. La déesse parvient à bloquer son coup et lui tire une volée de flèches, frappant Léo et le projetant au sol. La déesse se prépare à utiliser le sort Némésis à nouveau. Célia, utilisant le don magique que Léo lui a donné, lance une puissante attaque qui met la déesse à terre. Elle se précipite pour vérifier l'état de Léo qui lui dit de s'enfuir et de se sauver. Mais au lieu de fuir, elle lui donne un peu de son sang. Cela ramène des souvenirs que Rosalia avait cachés dans l'esprit de Léo. Il se souvient que Rosalia lui avait dit que si jamais elle se transformait en monstre, il devait utiliser son épée démoniaque pour la tuer. Léo avait dit qu'il ne pourrait pas le faire, mais Rosalia avait insisté que Dinslaf le guiderait. En y pensant, Léo réalise que la déesse ne peut pas être Rosalia car l'épée ne l'aurait pas laissé l'attaquer si c'était elle. La déesse doit être... Léo se relève, se sentant un peu plus fort maintenant. Célia arrache un morceau de sa robe et le tend à Léo qui l'utilise pour panser ses blessures. Il lui dit qu'il va achever la déesse et lui ordonne d'aider à distance. Il sait qu'il lui reste assez de magie pour un dernier grand coup. William, l'un des esprits fantômes, lui dit d'utiliser les fantômes comme source d'énergie supplémentaire. Il explique que les âmes des gens sont toujours piégées ici car la magie de la déesse les retient. Les âmes veulent aider à se venger, alors Léo accepte d'utiliser leur pouvoir, il commence à chanter un sort, créant une énorme boule d'énergie qui aspire le pouvoir des esprits. William veut aider au combat, mais Léo a une idée différente pour lui. Il invoque plus de squelettes et laisse William et les autres fantômes prendre possession de leur corps, les transformant en une petite armée pour le protéger pendant qu'il se prépare à lancer son grand sort. Célia utilise sa magie du sang pour fabriquer des armes pour les squelettes et les mène au combat contre les anges. Pendant ce temps, Elphine met les véhicules en marche et les filles se préparent à partir. Mais Arle dit qu'elle veut rester et combattre la déesse. Regina lui rappelle qu'elle est toujours blessée, mais Arle montre qu'elle est toujours forte en abattant un ange d'un seul coup. Elle explique que son épée, Crossax, a été conçue pour vaincre les seigneurs démons. Sakuya voit à quel point Arle est sérieuse et convainc Alphine de la laisser rejoindre le combat. De retour à la bataille, tout le monde se bat avec acharnement pour protéger Léo alors qu'il rassemble de l'énergie pour son sort. Il réalise que ça prend plus de temps qu'il ne le pensait. Un ange charge Célia, la faisant tomber. Les squelettes l'aident à se relever, lui disant de ne pas baisser sa garde. Ils louent ses compétences, mais l'avertissent de ne pas trop dépendre de sa robe magique. Célia admet que la robe draine rapidement son énergie, mais elle refuse d'abandonner car elle veut protéger Léo. La boule d'énergie au-dessus de Léo grossit à mesure qu'il continue d'absorber le pouvoir des âmes. La déesse commence à lancer le sort Némésis à nouveau, et Léo sait qu'il a besoin de plus de temps. Il dit à tout le monde de reculer alors que la déesse libère une autre vague de feu, brûlant tout autour d'eux. Heureusement, l'équipe parvient à l'esquiver juste à temps. Les filles s'éloignent avec leur véhicule, mais elles voient d'autres anges les poursuivre alors qu'elles tentent de s'échapper. Elles aperçoivent la déesse au loin et Auril se prépare pour une attaque finale. Quand elles atteignent une partie détruite de la route, elles utilisent les propulseurs de leur véhicule pour sauter par-dessus le fossé. Un énorme ange apparaît et s'apprête à les frapper avec une attaque énergétique, mais soudain, il est tiré en arrière et s'écrase contre un bâtiment détruit instantanément. C'était Chérie qui est intervenue pour les protéger. Elle espérait un combat stimulant, mais est déçue de la facilité avec laquelle l'ange a été vaincu. Pendant ce temps, Léo a enfin terminé de charger son sort, mais il voit la déesse préparer une attaque massive qui pourrait tout détruire. Il décide de canaliser toute l'énergie dans son épée démoniaque d'Inslaf. La déesse soulève un énorme morceau de bâtiment et le lui lance, mais Célia bondit et le tranche en deux avec sa magie du sang. Léo déchaîne toute la puissance de son épée démoniaque, visant droit la déesse. Elle érige une puissante barrière pour bloquer son attaque. À ce moment, les filles arrivent. Arle se prépare avec Crossax, son épée spéciale. Regina et Sakuya donnent tout ce qu'elles ont, mais leurs attaques ne semblent pas fonctionner. Puis, Arle utilise son mouvement le plus puissant, brisant la barrière et blessant la déesse. Mais les filles s'écrasent au sol ensuite et s'évanouissent. Voyant sa chance, Léo entend la déesse utiliser à nouveau la voix de Rosalia, essayant de le tromper, mais il sait que ce n'est qu'une ruse. Il rassemble toutes ses forces et porte un coup final puissant avec son épée démoniaque, envoyant une explosion massive d'énergie qui détruit complètement la déesse. La déesse disparue, William et les esprits fantômes sont enfin en paix. Il remercie Célia de les avoir laissés aider une dernière fois avant de disparaître. Célia entend ses amis l'appeler et se précipite pour retrouver Regina et Sakuya, qui lui racontent la bravoure d'Arle au combat.
Des renforts arrivent d'Antron bientôt et Fenris est soulagé de voir que tout le monde est sain et sauf. Il ordonne rapidement aux médecins de commencer à aider les blessés alors qu'ils se préparent à retourner à la base. Léo réalise qu'Arl est celle qui a brisé la barrière de la déesse, mais il est confus de savoir pourquoi une héroïne comme elle est ici. Il interroge Célia sur le livre qu'elle lit et elle dit que c'est une histoire sur un seigneur démon. Elle lui en lit un petit passage et Léo remarque que ça le décrit, mais beaucoup de détails sont erronés. Il se dit que ce n'est qu'une histoire inventée. De retour au dortoir, Léo discute avec Blackas et Sherry de Nefakas. Ils savent que c'est lui qui a réveillé la déesse et ils conviennent qu'il doit être arrêté. Sherry avertit Léo de se méfier d'Arl, pensant qu'elle pourrait être là pour le tuer. Pendant ce temps, Arl se réveille dans la salle médicale et réalise que sa mission n'est pas encore terminée, alors elle s'échappe, déterminée à trouver sa cible. Au dortoir, Sherry devient jalouse de la robe magique que Léo a donnée à Célia et elles commencent à se disputer. Célia les entend et entre, surprenant Léo qui la voit seulement en serviette. Elle lui demande plus de son sang, disant que la robe lui a pris beaucoup d'énergie et Léo accepte avec hésitation. Elle lui saute dessus avec empressement pour boire son sang. Pendant ce temps, Léo pense à Rosalia et à son plan pour la retrouver. Il commence aussi à songer à reconstruire son armée démoniaque et à étendre son empire, voulant que tout le monde s'incline devant lui à nouveau. Mais alors, de nulle part, une fille trébuche et renverse son popcorn sur Léo, le tirant de ses pensées.